Au cours des 10 dernières années, 100 000 Américains sont venus vivre en Cisjordanie. Mais je me suis demandé, pourquoi des Américains viennent-ils s'installer en Cisjordanie vraiment? Oui, 100 000. Faites-vous référence aux Juifs américains qui se sont installés en Cisjordanie? Oui, au cours des 10 à 15 dernières années. In the last 15, 10 years. Parlons des implications futures de cet événement cataclysmique. Cela me rend presque malade de lire les articles empathiques dans The New York Times sur le traumatisme qu'a été le 7 octobre pour Israël. Cette date revient sans cesse parce que, comme nous l'avons mentionné plus tôt, Israël dicte l'agenda. Nous lançons l'horloge et cela justifie les actions qui sont prises ou celles que l'Occident justifie. Je n'aurais jamais cru que nous, en Occident, justifierions à nouveau un génocide, mais nous voilà le faisant encore une fois. D'un autre côté, comme vous l'avez mentionné, le Hamas a atteint quelque chose de tout à fait différent de ses objectifs initiaux, et il est incertain de voir où cela nous mène. Alors, que pensez-vous que l'avenir réserve à Gaza, à la Palestine et au Hamas? Israël peut-il réellement éradiquer le Hamas, comme il tente de le faire? Et le Hamas continuera-t-il à recevoir le soutien de la société palestinienne? D'accord, vous avez posé essentiellement deux questions en une. Premièrement, est-ce que le Hamas va disparaître? La réponse simple est non, pour plusieurs raisons. Le Hamas est profondément enraciné dans la société palestinienne, qui s'étend au-delà de la bande de Gaza jusqu'à la Cisjordanie, la diaspora, le Liban, la Jordanie, l'Égypte, la Libye, l'Europe et d'autres lieux. Déloger le Hamas est un objectif irréaliste, tout comme dire que l'on veut marcher jusqu'à la Lune. Deuxièmement, pourquoi est-il si difficile d'éliminer le Hamas? Parce que le Hamas n'est pas seulement une organisation militante, c'est aussi un mouvement social avec une idéologie spécifique. Il fournit des services non seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie et aux Palestiniens de la diaspora. De plus, le Hamas a des alliés régionaux tels que les Houthis, le Hezbollah, le Djihad islamique, la résistance islamique en Irak et l'Iran. Et cette liste pourrait s'allonger encore. À Gaza, le Hamas a créé un réseau qui inclut des connexions tribales et des institutions religieuses. Il est très difficile de démanteler quelque chose d'aussi profondément intégré dans la société. Les griefs dans la bande de Gaza sont profonds, avec des rapports indiquant que 70% des Gazaouis ont perdu quelqu'un ou ont été blessés, et presque tous ont été affectés directement ou indirectement. Avec un tel niveau de grief, éliminer le Hamas semble impossible, car toute alternative serait probablement juste une autre version du Hamas. Will be impossible because the alternative for Hamas will be Hamas 2.0. And this will be more brutal. Ce sera plus brutal, car vous devrez tout recommencer à zéro, les apprivoiser et trouver un moyen de communiquer, de comprendre leur idéologie. Ma crainte est que si le Hamas est éliminé, un nouveau groupe puisse émerger. Si ce nouveau groupe en est encore à ses débuts, inexpérimenté et indompté, alors le conflit pourrait s'étendre au-delà de Gaza pour atteindre la Cisjordanie. Nous pourrions être témoins d'autres zones s'embrasant dans ce conflit brutal. Déraciner le Hamas est une tâche extrêmement difficile. Indépendamment de ce que les dirigeants israéliens disent à leur peuple ou à la communauté internationale sur leur capacité à éliminer le Hamas, nous avons des exemples qui suggèrent le contraire. Prenez les talibans, par exemple. L'Europe et le monde occidental ont investi des milliards et perdu des milliers de soldats. Je me souviens lorsque George W. Bush a annoncé la fin des talibans, et puis, juste 2 semaines plus tard, des dizaines de soldats américains étaient tués. C'est exactement la même situation. Pas plus tard que la semaine dernière, l'armée israélienne prétendait avoir pris le contrôle de Beit Hanoun, et le lendemain, 10 soldats y étaient tués. Nous avons affaire à une aile militaire qui emploie des techniques que l'armée israélienne ou toute autre armée dans le monde n'a pas expérimentées.
Gaza n'est pas comme les montagnes contrôlées par les talibans. C'est principalement de la guerre urbaine maintenant. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement gérer. Plus l'armée israélienne avance, plus elle subira de pertes. À mon avis, la direction israélienne cherche actuellement n'importe quelle solution, n'importe quelle issue à ce moment précis. Leadership now, they are looking for any solution, any exit at this moment. To go out? Any exit. Ils cherchent une issue parce qu'entrer dans Gaza n'est pas facile, et en sortir est encore plus difficile. C'est la stratégie d'Israël. Vous savez, Yitzhak Rabin a dit en 1991 devant la Knesset que son seul rêve dans la vie était de voir Gaza englouti par la mer. C'était son unique rêve. Pour Netanyahou et d'autres, Gaza est quelque chose d'insupportable. Personne ne peut gérer la bande de Gaza parce que vous n'êtes pas capable de gérer une population où 80% sont des réfugiés. Gaza a aussi été le centre de la lutte palestinienne depuis les années 1940. Toute la direction palestinienne, de Yasser Arafat à George Habash, a été à Gaza à un moment donné. Cela inclut la direction du Fatah, la direction du Hamas et la direction du Jihad islamique. La première intifada a commencé à Gaza. La deuxième intifada a commencé à Gaza. La résistance militaire palestinienne a en fait commencé à Gaza dans les années 1950. Et dans les années 1970, le projet de nettoyage ethnique de la Palestine et de transfert de la population vers la Cisjordanie ou le Sinaï s'est également terminé à Gaza. Donc vous avez quelque chose d'important là-bas. Si nous prenons un point de vue religieux ou théologique, je pense que Gaza est considérée comme maudite dans la Torah. Cela s'ajoute à tant de choses. Nettoyer ethniquement les Palestiniens de Gaza devrait être l'objectif d'Israël, pour lequel ils ont des plans, mais c'est très difficile également. Oui, mais Israël en a parlé, n'est-ce pas? Il y a un débat ouvert sur la manière d'aborder le problème. Au cours des 2 derniers mois, nous avons vu des extrémistes israéliens qui ont dit des choses comme aplatir, en faire un parking, ce qui implique soit d'expulser toute la population, soit, si nécessaire, de les tuer. En parlant du point de vue des solutions extrémistes, ce serait la solution, n'est-ce pas? Tuer tout le monde, et ensuite, le problème est réglé. Mais je crois que même si cela arrivait, le problème ne serait pas résolu. Gaza est extrêmement compliqué. Même si vous réussissiez à pousser tout le monde dehors, il finirait juste par se retrouver dans le Sinaï. Comment quelqu'un peut-il croire que c'est une solution? Si l'Égypte acceptait cela, ce qui est d'ailleurs impossible, cela signifierait la fin du régime égyptien. Oui. Si nous mettons fin au régime égyptien maintenant, quel régime viendra ensuite? Vous savez, il y a 120 millions d'Égyptiens et ils sont l'une des sociétés les plus conservatrices parmi les pays à majorité musulmane. La dernière fois qu'ils ont voté pour les frères musulmans. Et nous savons que l'Occident ne les veut pas de retour. C'est pourquoi Al-Sisi est au pouvoir. Transférer 2 millions de Palestiniens dans le Sinaï ne résoudrait pas le problème. Cela en créerait un plus grand, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Le Sinaï n'est pas comme Gaza, il n'est pas assiégé. L'armée égyptienne est toujours solidaire des Palestiniens, et cela créerait le front le plus long et le plus difficile de l'histoire. Il y a quelques mois, pendant l'été, 2 officiers égyptiens ont tué quelques soldats israéliens à la frontière. Cet incident montre qu'Israël ne peut pas gérer une telle situation. C'est absurde de penser que déplacer les Palestiniens de Gaza au Sinaï résoudrait quoi que ce soit. De plus, je me demande si les bureaucrates européens à Bruxelles sont conscients des implications d'un tel mouvement. Les forces de sécurité égyptiennes ne sont pas équipées pour gérer cela. L'Égypte a déjà du mal à nourrir ses 100 millions d'habitants. Ajouter 2 millions de plus avec des problèmes politiques ne ferait qu'exacerber les problèmes de sécurité dans la région. Si cela devait arriver, cela pourrait conduire à la fin de l'accord de paix avec l'Égypte et la Jordanie, créant de nouveaux fronts de conflit.
Il y a déjà un front actif au Liban et cela pourrait conduire à l'internationalisation du conflit, avec une violence se propageant à l'échelle mondiale. Récemment, il y a eu des rapports sur des armes trouvées près de la frontière jordanienne, indiquant que les frontières égyptiennes et jordaniennes pourraient devenir des zones de conflit actives. Il est incompréhensible que certains radicaux à Tel Aviv pensent que cela pourrait être une solution viable. Beyond comprehension, how those radicals think in Tel Aviv. I talked to Ofer Kassif. J'ai parlé à Ofer Kassif, un membre juif de la Knesset, et il dit qu'ils ne pensent pas logiquement parce qu'ils sont fanatiques. Ce sont des fanatiques absolus. Ainsi, leur vision du monde conduit à la folie, à une folie totale. Quand nous regardons la situation sur le terrain et ce qu'elle est, tout être rationnel doit arriver à la compréhension que la seule voie à suivre est la réconciliation, pas plus de bombardements. Cela va probablement semer les graines de la destruction d'Israël, parce que vous ne pouvez pas vous enraciner dans un voisinage de 150 millions de personnes qui vous détestent jusqu'à la moelle, ce qui est ce qu'il fait en ce moment. Mais cela radicalise également la société israélienne, d'une manière qui renvoie à mon point précédent. Il y a 6 mois, Netanyahou était dans une situation horrible et la société israélienne était fracturée. Mais maintenant, la société israélienne semble être assez soudée, ce qui ne fait qu'aggraver l'ensemble de la situation. Which makes only the whole thing even much worse. D'accord. De l'extérieur, il semble qu'ils soient galvanisés, unis dans leur société. Cependant, c'était la situation il y a quelques semaines, jusqu'à la semaine dernière. Mais maintenant, la société israélienne est en réalité plus fracturée à ce stade et plus radicalisée. Cela signifie que les Juifs libéraux vivant en Israël ont l'impression de ne pas avoir leur place là-bas. Ils ne peuvent pas coexister avec les radicaux juifs israéliens. Oui, Parce que les radicaux juifs les détestent en réalité plus qu'ils ne détestent les Palestiniens, par exemple. c'est vrai. Je veux dire, Ofer Kassif est sous la menace, de ces gens qui risquent d'être tués très prochainement. Exactly. Like Ofer is one of their target, for example. Exactement. Ofer est l'une de leurs cibles, par exemple. Et pas seulement Ofer, il y en a d'autres aussi. L'idée est que plus la guerre se prolonge, plus Netanyahou se sauve lui-même et plus les radicaux à l'intérieur gagneront. Mais est-ce durable? Qui va défendre Israël sur le long terme? Juste hier, ils ont tué un leader iranien en Syrie. Maintenant, les analystes posent la question. Si l'Iran attaque Israël, les États-Unis vont-ils s'engager dans cette guerre? Et les États-Unis sont-ils prêts à financer une nouvelle guerre régionale? Is the US able to, for example, pay for a new regional war? Je veux dire, les néoconservateurs aimeraient faire cela. C'est ce qu'ils veulent. Ils espèrent cela. Et jusqu'à présent, ils ne l'ont pas obtenu, parce que l'Iran a été plus prudent qu'ils ne le croyaient. Iran is a rational actor. They proved that they are a rational actor. L'Iran s'est avéré être un acteur rationnel d'une manière ou d'une autre, comme en témoignent leurs efforts pour désamorcer la situation en appelant à un cessez-le-feu. Cependant, la situation actuelle implique un gouvernement israélien radical de droite dirigé par Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich. Les conséquences de leurs actions ne se limitent pas à la région ou aux Palestiniens. Elles auront des implications mondiales. Que pensez-vous qui se passera après cela? It will be globally felt. Do you see after this, if once this genocide ends, Une fois ce génocide terminé, voyez-vous un chemin vers la réconciliation, si les ultra-radicaux s'arrêtaient, juste s'arrêtaient, ou si une autre force arrivait au pouvoir en Israël? Voyez-vous également la possibilité que la société palestinienne se réconcilie avec les Israéliens? to reconcile with the Israelis? First we need to see, Tout d'abord, nous devons déterminer l'ampleur de ce génocide. Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes. Le concept de réconciliation est toujours présent, même dans les conflits les plus brutaux.
Cependant, tant que les causes profondes de la guerre, les griefs et le génocide persistent, il est impossible d'avancer. Concernant votre question, si un gouvernement israélien moins radical arrivait au pouvoir et souhaitait se réconcilier, nous devons nous demander sur quoi cette réconciliation serait-elle fondée. Actuellement, la majorité des Israéliens ne veulent pas d'un État palestinien. Alors, quels seraient les termes de la réconciliation? Beaucoup d'Israéliens, en particulier ceux des colonies, veulent transférer les Palestiniens de la Cisjordanie vers la Jordanie. Fait surprenant, un récent article du New York Times mentionnait que ces 10 dernières années, 100 000 Américains ont déménagé pour vivre en Cisjordanie en tant que colons. Cela soulève la question, pourquoi des Américains viennent-ils vivre en Cisjordanie en tant que colons? Oui, en effet, 100 000 l'ont fait. Really? Oh, wow. Yes, 100,000. Des colons juifs américains en Cisjordanie. Yes, Oui, au cours des 10 à 15 dernières années. in the last 15, 10 years. You know, these Nous manquons d'une description adéquate de la relation entre Israël et les États-Unis. Ils sont essentiellement devenus une seule entité, divisée en deux. Dire que c'est une alliance ne saisit pas pleinement la nature de cette relation. Calling it an alliance doesn't do it justice what this thing is. Fais attention, Pascal, sinon il pourrait t'accuser d'antisémitisme. Non, c'est tout comme la relation entre l'État d'Israël et les États-Unis. Ils sont politiquement fusionnés si étroitement que cela dépasse tout ce que nous avons vu. Exactement. Je parlais à un ami américain qui est également professeur et je lui disais que 14 milliards de dollars sont allés à Israël en seulement 2 mois pour un incident militaire. Il était choqué. Il s'est saisi les cheveux et a dit, tu sais, 14 milliards de dollars pourraient mettre fin au sans-abrisme aux États-Unis pendant 10 ans. Ou cela pourrait fournir une assurance à 100 millions de personnes pendant 10 ans. 100 millions, actually, for 10 years. And that's what is so. Et c'est ce qui est extrêmement frustrant. En plus des plus de 100 milliards de dollars qui sont allés en Ukraine pour alimenter une autre guerre, les bellicistes, ceux qui semblent vouloir du sang pour atteindre leurs objectifs, n'ont aucun problème avec ce genre de dépenses. Cependant, dès qu'il s'agit de dépenser pour s'assurer que notre propre peuple se porte bien, il n'y a soudainement plus d'argent disponible. Pourtant, il y a toujours de l'argent pour les armes. Concernant Israël, l'ensemble du conflit est étroitement lié aux États-Unis. Je m'inquiète pour Israël. Je veux qu'Israël prospère et que les Israéliens se portent bien. Je veux que tout le monde se porte bien. Mais l'histoire nous enseigne que rien ne dure éternellement. Si vous retirez les États-Unis de l'équation, la situation devient incertaine. Cependant, Israël possède également des armes nucléaires, ce qui est un facteur significatif. Actuellement, je me demande si Israël est sous le contrôle des États-Unis ou si c'est l'inverse. Honnêtement, je ne suis pas sûr de la situation. Non, nous ne le faisons pas. Je veux dire, quand vous parlez des bombes, le ministre de la Culture, il y a quelques semaines, a menacé que nous devons utiliser les femmes. Mais laissez-moi citer un exemple d'il y a quelques années. Un officiel militaire israélien, peut-être un général de haut rang, a dit que si Israël se trouvait sous une menace existentielle, la première chose qu'il ferait serait d'utiliser des armes nucléaires. Et le premier continent qu'ils attaqueraient serait l'Europe, à cause de griefs historiques. Je crois que si vous cherchez, vous pouvez trouver l'article. Donc l'idée est là. Israël, pour moi, est actuellement un État puissant qui agit de manière irrationnelle et contrôlé par un leadership irrationnel et utilise l'intimidation tout en s'appuyant sur l'assistance militaire des États-Unis. Cela pourrait se transformer en un fiasco absolument diabolique où des millions de personnes pourraient mourir. Eh bien, cela pourrait arriver. On ne sait jamais.
Les États-Unis, dans la théorie des jeux des puissances nucléaires, se sont très bien comportés au cours des 50 à 75 dernières années après le régime à Hiroshima et Nagasaki. Ils savaient que nous avons cette puissance nucléaire pour dissuader les autres. Mais les Israéliens voient toujours tout acte comme une menace existentielle. Ils ont qualifié la situation palestinienne à Gaza de menace existentielle. Ils ont qualifié l'Iran de menace existentielle. Maintenant, ils appellent le Hezbollah une menace existentielle. Donc, si tout autour de vous est une menace existentielle, ça suggère qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, le truc, c'est... Désolé. Le fait est que la logique nucléaire impose une certaine rationalité aux gens. Il y a eu un moment, dans les années 1960, où la Suisse voulait sa propre bombe nucléaire. Ils ont abandonné l'idée une fois qu'ils ont réalisé que leur doctrine de défense, qui était d'utiliser les armes uniquement à l'intérieur de leur propre pays et jamais au-delà de leurs frontières, signifiait que la Suisse devrait se nucléariser elle-même si elle était attaquée. Ils ont compris que cela serait pire que toute attaque qui pourrait suivre. De même, à un certain point, il doit devenir évident pour les Israéliens que si vous utilisez des bombes nucléaires dans votre propre voisinage, vous mourrez aussi, n'est-ce pas? Donc cela ne peut pas être la solution. Ils ont réellement dit cela. Je me souviens que le général, lors d'une interview, a déclaré que si nous faisions face à une menace existentielle, nous ne péririons pas seuls. Il a dit que nous mourrions avec des millions d'autres. Nous ne voulons pas mourir seuls. Cette interview a eu lieu il y a quelques années, et bien que je ne me souvienne pas de la date exacte, vous pouvez la trouver si vous cherchez en ligne. La déclaration est glaçante. J'ai entendu des gens parler de cela comme de l'option de la terre brûlée, pour entraîner tout le monde avec soi. Mais cela ne peut pas être une solution. Je veux dire, ce n'est tout simplement pas acceptable dans ces circonstances. Et pourtant, la violence n'est jamais une solution, et elle ne devrait jamais être considérée comme telle. De même, l'occupation, la colonisation, l'autocratie et la dictature ne sont pas des solutions. Pourtant, elles existent, et c'est là le cœur du problème. Nous devons les combattre. Lutter contre de tels problèmes s'accompagne de conséquences et d'un prix à payer. Cependant, en fin de compte, les gens ont une nature instinctive à résister. Par exemple, si vous mettez un chat ou un oiseau en cage, ils essaieraient de s'échapper. Les humains ne sont pas différents dans leur désir de liberté. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut croire que mettre des gens en cage dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ou exclure 5 à 6 millions de personnes de leur terre natale, va fonctionner. Mais peut-être une dernière question. La toute dernière question. Beaucoup de gens disent qu'Israël est engagé dans une entreprise coloniale de peuplement et que le colonialisme de peuplement est la cause profonde du conflit. Êtes-vous d'accord avec cela ou le voyez-vous différemment? Quelle est la différence entre l'occupation et le colonialisme de peuplement d'un point de vue académique et de recherche? L'occupation implique que vous venez et occupez avec l'intention de partir éventuellement. C'est simple. Vous occupez un lieu, puis vous partez. Cependant, le concept de colonialisme implique de s'installer avec l'intention de coloniser et de déplacer les peuples autochtones de leurs terres. C'est précisément ce que nous pouvons observer. Par exemple, il y a 100 000 Américains qui ont déménagé des États-Unis, qui se trouvent à environ 10 000 kilomètres de la Cisjordanie et se sont installés là-bas. En principe, le concept de colonialisme de peuplement peut être appliqué à Israël. Il y a une comparaison frappante à faire entre le colonialisme de peuplement et les actions d'Israël. Ils s'alignent presque parfaitement. C'est le point de vue d'un universitaire. Personnellement, je suis
what is I see there is a combination of so many things. I mean, Israel have characteristics of a settler colonial. Israël présente les caractéristiques d'un État colonial de peuplement, avec plus de 300 lois discriminatoires, en particulier en ce qui concerne les terres en Cisjordanie, les colonies et la bande de Gaza, ainsi que ses politiques d'immigration. Cela suggère qu'Israël est une colonie de peuplement. De plus, il existe des caractéristiques semblables à l'apartheid en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et même à l'intérieur d'Israël, affectant également les Juifs. Cela est notable dans les rapports des Nations Unies. En outre, le concept d'occupation a été reconnu par de nombreux Israéliens, y compris des universitaires et des politiciens. Jusqu'à il y a 10 ans, et aussi récemment que la semaine dernière, Ehud Olmert, l'ancien Premier ministre israélien, s'est exprimé disant que l'occupation doit prendre fin. Il a qualifié le gouvernement de gouvernement terroriste et les extrémistes juifs de terroristes, exprimant cela avec un visage marquant, indiquant la gravité de sa déclaration sur son propre peuple. Ainsi, Israël présente des caractéristiques de colonialisme, de peuplement, d'apartheid et d'occupation qui sont indéniables d'un point de vue de la recherche, en l'observant de manière neutre. Settler colonial apartheid, but also occupation, and these characteristics, nobody can deny them. C'est assez unique, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile de trouver quelque chose de comparable. Vous pourriez essayer de dire « Oh oui, c'est comme ça ». Mais en réalité, c'est une fusion de tant de choses différentes. Oui, exactement. Eh bien, avec ces mots d'analyse, j'aimerais clore la journée. Abdulhadi Alishla, je vous remercie beaucoup pour votre temps précieux. Merci, Basial. Je vous en prie. Thank you, Pascal. You're welcome.